La naissance du musée. En 1977, les dieux vosgiens décident de créer un temple qui deviendra ensuite un musée où Konae regroupera son savoir. Cette déesse représente la connaissance et est associée à la couleur bleue. Perpé, lui, incarne les pierres et la couleur rose. Enfin, la nature et la couleur verte sont attribuées à Nata qui y revient chaque printemps pour rafraîchir le paysage alors que ses fées s'occupent du tilleul quotidiennement. Le choix de la couleur du musée crée un conflit remporté par Perpé, dieu des pierres. Ce dernier décide d'édifier le musée en grès rose, symbole vosgien et pierre protectrice. La décision lui est revenue car étant le dieu des pierres, il était le mieux placé pour faire ce choix. La forme de ce musée n'est pas le fruit du hasard. Devant celui-ci, la façade de l'ancien palais épiscopal a été conservée et la forme du musée en L représente les ailes de la connaissance. L'amoureux de la rivière. Il était une fois un pêcheur qui habitait sur les rivages de la Meurthe. Un jour, ses filets lui semblent si lourds qu'il peine à les remonter. Il découvre avec étonnement nul poisson géant, mais une femme nue. Il en tombe éperdument amoureux et s'empresse de la libérer, mais l'inconnue reste muette. Il retire ensuite des eaux une jarre plus bavarde. À l'intérieur, un parchemin sur lequel il lit ces vers. À celui qui trouve ces mots, heureux tu seras avec cette fille, mais jamais ne la trompe sans mots. Ils vivent heureux au bord de la rivière, jusqu'au jour où il rencontre une femme superbe qui lui fait tout oublier. Subjugué, il ne pense plus qu'à elle, négligeant tout le reste. Le jour où le charme se rompt, sa mémoire lui revient, mais il est trop tard. Il retrouve son épouse au bord de la rivière, une jarre serrée contre son flanc, changée en pierre. De douleur, il la dispose au sommet d'une colonne pour ne jamais l'oublier. L'obélisque Stanislas gaulois. Sur la route de la Belgique, afin de déterminer qui serait le plus fort des peuples gaulois, Obélix arrive dans les Vosges. Il décide de se rendre dans la vallée du Rabodeau. Il se trimballe complètement frôlé par la gnôle et le menhir sur le dos, quand il voit ce qu'il croit être des framboises, mais c'était des brimelles. La bouche toute marmesée, il décide de se la dégueuner chez une connaissance. Sur le chemin du retour, il trébuche sur une tronce, et le menhir lui échappe des mains. Ce fameux menhir s'envole dans les airs et atterrit à Saint-Dié-des-Vosges. 1400 ans plus tard, un grand arbre a poussé autour du menhir. Stanislas, alors duc de Lorraine, vit cet arbre et décide de le faire couper. Le menhir se révèle, il décide alors de le faire tailler pour devenir l'obélisque qu'on connaît. Le Petit Thiers. Saint-Dié est détruite suite à un incendie provoqué par le Petit Thiers, fils du boulanger, qui a fait le saut avec le four à pain. Les habitants de la ville eurent le temps de s'en sortir, mais le petit mourut. Pour la reconstruire, le maire, n'ayant pas d'argent, décide de mettre en place une compétition et de convoquer les plus grands architectes de la région, deux géants à l'ego démesuré, Le Corbusius et Andréus. Ils se livrent un combat acharné, rivalisant d'ingéniosité pour présenter le meilleur projet. La réunion finale tourne à la discorde. Les architectes se battent jusqu'à l'aube. Andréus, aidé par son associé Valinus, finit par mettre au sol Le Corbusius et remporte la victoire. Dans sa grande mansuétude, il laissa un emplacement vierge afin que Le Corbusius puisse construire une usine. Une fête est organisée pour célébrer cette reconstruction et féliciter le maire qui sut gérer la situation sans rien dépenser. La rue principale est rebaptisée rue Thiers en hommage au fils du boulanger. La sorcière Grinor. Au XVIIe siècle, une sorcière nommée Grinor, vivant sur l'éperon, la Bure, terrorise les enfants de Saint-Dié. À cette époque, les personnes à mobilité réduite sont méprisées. On pense qu'elles subissent une malédiction et qu'il faut absolument les chasser de la cité. Les habitants veulent se débarrasser de cette sorcière cruelle et de ces dernières. Un soir, ils se mobilisent pour les rassembler et organisent une cérémonie sous le plus grand chêne de la ville pour pendre les 12 invalides et Grinor. Suite à ces exécutions, la ville est maudite.
Pour se libérer de ce traumatisme, la Tour de la Liberté, dédiée aux personnes à mobilité réduite, est construite en 1989 sur l'emplacement du Grand Chêne afin de libérer les âmes des pendus. La tour est blanche car c'est la couleur de la liberté et elle représente un oiseau pour que les âmes s'envolent vers le ciel. Aujourd'hui, quand on se place à côté de cette tour, si on tend bien l'oreille, on peut entendre le chant d'une colombe qui témoigne de leur nouvelle vie. Le Triton doré de Saint-Dié. Il y a fort longtemps, les Déodaciens ont construit une fontaine d'où a jailli le dénommé Dios dans un torrent de lumière, incarné par une statue Triton doré devant la gare de Saint-Dié. Cette statue aurait permis la construction de la gare de la ville et donc la prospérité de la cité. Fier de son apport, Dios place sur la façade de la gare 2 cordes d'abondance, souffle dedans comme dans une trompette et inonde la ville de ses richesses à l'aide d'un train magique et luxurieux. Alertés par le souffle des cornes d'abondance, d'autres divinités statufiées rejoignent Dios à bord de ce train merveilleux et fondent des gares ornées de leurs effigies tout le long du trajet. Le passage de la double vie. Il était une fois un pont étrange. Nous allons vous raconter ce mythe. Un personnage ne peut traverser que lors du lever ou du coucher du soleil, puisque c'est le seul moment où il y a un passage entre les deux dimensions. Rive droite, rive gauche. Les deux visages du début du pont, la fave et le robache, forment le portail d'entrée, et les deux autres visages, le foucharus et le teint troué, forment la sortie. Entre les deux, c'est le pont des échanges où les passants modifient leur vie durant un temps limité. Le moment où l'eau est orangée au lever du soleil représente le seul instant où le héros peut changer de vie avec un passant, mais sur un temps limité. À la fin de la journée, quand l'eau redevient orangée, au coucher du soleil, le transfert doit se terminer. Les personnages doivent terminer l'échange, puisqu'une fois l'eau sombre, il n'est plus possible de revenir en arrière, l'échange est définitif. Les revenants de minuit. On raconte une légende sur la cathédrale de Saint-Dié et ses moines au Moyen-Âge. Les moines veulent punir toute personne ayant commis un ou plusieurs des 7 péchés capitaux. Ils décident alors de faire un pacte avec le diable. Une nuit du 17 mai, les moines se mettent en procession dans la cathédrale vers minuit. Ils prononcent « Ô Belzébuth, prince des ténèbres, sors du pandémonium, punis les âmes perverties par les 7 péchés, fais-leur subir le châtiment suprême. » La cathédrale se met alors à se fissurer. Un gigantesque vacarme résonne. Pourtant, à l'extérieur, un silence de mort règne. Des âmes perdues dirigées par Satan sortent de terre chercher toutes les âmes perverties qui finissent pendues au tilleul. Aujourd'hui, sur les colonnes figurent des traces de griffes, des revenants et un cercueil sorti de terre gît au sol. Mais est-ce une légende ? Chaque 17 mai à minuit, de la cathédrale désertée sortent des chants grégoriens et des notes d'orgue. Duel de colosses. La légende compte un affrontement qui se serait déroulé au cœur de Saint-Dié, au XIIIe siècle. Ce combat oppose 2 créatures à la taille démesurée. C'est une guerre de territoire entre un grand tétra et un lynx. Leur querelle détruit peu à peu la ville, menaçant la vie de centaines d'habitants. Ceux-ci prient ardemment le fondateur de la ville, Saint Déodat, dans le but d'être sauvés. Le moine entend leur appel et descend des cieux afin d'anéantir les bêtes. À la suite de cette guerre acharnée, Saint Déodat les affaiblit assez pour les sceller dans le mur canonial, proche des fondations de la future cathédrale. Avant son départ, le bienfaiteur guérit les habitants victimes de cet affrontement. Les créatures, désormais partie intégrante du paysage, continuent de se battre au sein du mur pendant encore quelques siècles, menant ainsi à sa dégradation. Maintenant, nous pouvons les voir face à face, une amitié semblant les lier. Corvus Morbus. Édouard et Charles Corbusier, 2 frères, vont pêcher mais un orage éclate, alors ils s'enfuient en courant. Édouard tombe et se fait attaquer par un corbeau alors que Charles continue de courir sans le voir. Édouard rentre chez lui, il est furieux contre son frère, il se regarde dans le miroir et sursaute, sa tête s'est transformée en celle d'un corbeau. Le lendemain, il décide alors de faire des recherches scientifiques sur lui-même et réalise qu'il est atteint d'un virus inconnu, la Corvus Morbus. Toujours en froid avec Charles, il propage le virus à hauteur humaine. Charles construit alors une usine sur pilotis
pour rester hors de portée du nuage. Dans cette usine, Charles fabrique des masques en forme de corbeau pour sauver la population et permettre à son frère de se promener dans les rues sans être jugé et espérer une probable réconciliation. Désormais, le virus n'existe plus, Charles est décédé et Édouard a disparu. La fée coton. À cause de la crise industrielle, l'usine de textile implantée à côté du quartier de Kellerman fait faillite en 1980. Le petit homme, nommé Nicolas, décide donc de s'emparer de celle-ci et de s'y installer. Quelques années plus tard, Nicolas reçoit la visite de la fée coton qui, avant, vivait dans cette filature. Celle-ci est apparue grâce au coton autrefois utilisé dans l'usine. Elle a deux passions, la musique et la danse. Ainsi, après le repas, Nicolas invite la fée coton à danser. Ils se rendent compte de leur complicité et ont l'idée de faire de ce bâtiment un lieu culturel. Ils choisissent alors de faire un bâtiment en forme de notes de musique et de le peindre couleur vert pomme. Aujourd'hui, dans ce lieu, on peut suivre des cours de danse, de musique ou bien assister à des spectacles de cirque, des concerts. Les frères Meurthe. Il existe un territoire entouré de forêts verdoyantes dans une contrée lointaine, Saint-Dié, où les habitants vivent paisiblement en harmonie avec la nature et ce qu'elle leur offre. Ce peuple est doté d'une spiritualité sans égale malgré un accent disgracieux typique d'ici à l'image de leur montagne. Ce paradis est dirigé par 4 frères, des rois divins qui sont vénérés par le peuple. Ils se nomment les frères Meurthe, respectivement Robache, Foucharus, Tintroué et Fave. Durant une période de sécheresse dans les Vosges, la vie fut dure et l'économie fortement impactée. Les 4 dieux se sacrifient et grâce à leur pouvoir divin, irriguent les terres. En reconnaissance de ce geste, le peuple moule leur visage aux 4 coins du pont qui passe au-dessus de la rivière, qu'ils nomment donc la Meurthe. Il paraît que suite à leur sacrifice, ils auraient laissé une trace de cet acte en déposant leur couronne dans les profondeurs de la rivière. La confrérie du Nouveau Monde. En 1507, une confrérie secrète de cartographes, dont Vautrin-Lude fait partie, se réunit chaque mois afin de nommer les nouveaux territoires découverts. Un jour, un homme revient de voyage avec un carnet rempli d'histoires époustouflantes. Les cartographes décident de l'étudier. À plusieurs reprises, le nom d'Amaraco est cité. Ce dernier est une divinité vénérée par de nombreux aborigènes pour être à l'origine de la création d'un continent encore inconnu, situé au-delà de l'Atlantique entre l'Europe et l'Asie, immense par sa taille et par sa beauté. Ainsi, depuis des centaines d'années, cet éternel est remercié pour son cadeau des plus beaux. Émerveillée par ce récit, la confrérie à son tour décide alors de rendre le plus merveilleux des présents en nommant ce paradis Amérique en honneur à son dieu. Cette bâtisse où se rejoignent ces passionnés hérite donc du nom de Maison de l'Amérique. L'âme de Jules Ferry. En 1944, au milieu des ruines de Saint-Dié, se dresse la statue en bronze de Jules Ferry, semblant défier la barbarie. À ses côtés, Marianne présente, sous les traits de 2 enfants, la politique coloniale controversée de Jules Ferry et les lois scolaires. Selon une légende, à 16h, lorsque retentissent les sonneries dans les écoles déodatiennes, Jules Ferry, père de l'école obligatoire, gratuite et laïque, descend de son socle et adresse aux enfants un message de fraternité, en insistant sur l'égalité des peuples et les méfaits de la discrimination. La statue ainsi animée parcourt encore les rues baignées de lumière de notre ville. Il s'arrête pour féliciter les bons écoliers et aider les élèves en difficulté. Ce personnage devenu fantastique est aujourd'hui bien ancré dans le patrimoine local. L'avez-vous déjà aperçu en quittant les bancs de l'école ?